Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, tout d'abord, j'aimerais pouvoir remercier Alain Serge et mon aîné John Mukma d'avoir pris le temps et de s'adresser au peuple gabonais. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été avec eux parce que c'était au-delà de mon contrôle. Pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas être avec eux. Et donc, j'ai décidé de ne pas faire un live aujourd'hui. Mais dans mon cœur, j'ai quelque chose à vouloir dire au peuple gabonais. Et donc, voilà pourquoi j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Quand bien même il fait tard dans la journée ici, il est pratiquement exactement 16 h de l'après-midi, ce qui fait pratiquement, je crois, peut-être 22 h, 23 h au Gabon. Mais je voulais m'adresser au peuple gabonais pour vous faire comprendre que le Gabon, c'est notre pays, et je sais que vous le saviez tous très bien. Et donc, j'aimerais pouvoir parler, comme j'ai l'habitude, comme j'ai l'accoutumé de le faire, de parler de notre pays, de parler de ce qui se passe dans le monde, et après, bien entendu, terminer en focalisant sur le Gabon. J'aimerais que l'on puisse regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine concernant Kylian Mbappé. Voilà un jeune footballeur français d'origine camerounaise qui a brillé, qui a brillé et qui brille, qui est exceptionnel, qui est talentueux. Il est important pour nous de noter que dans la Coupe du Monde, les jeunes sportifs qui ont gagné les Coupes du Monde à un très bas âge, il n'y en a que deux en fait, qui avaient moins de 20 ans. Le premier, c'est Pelé, bien entendu, qui en 1958 a battu la Suède. Il n'avait que 17 ans. Et Mbappé a battu la Suède et a permis à son pays de gagner la Coupe du Monde en 1958. Et maintenant, vous avez aussi Mbappé à 19 ans qui a permis à la France de gagner la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Vous savez, dans la vie, il arrive à tout homme d'avoir des hauts et des bas. Même le meilleur d'entre nous, quelquefois, il y a des moments où il échoue. Il y a des moments où il ne donne pas la performance qu'on s'attend qu'il donne. Et cela, c'est normal, c'est la vie. C'est-à-dire que quand on regarde la vie, quand quelqu'un est sur un lit d'hôpital et qu'on est en train de mesurer son cœur, on voit très bien que ça monte et puis que ça descend. Ça monte et puis ça descend. Si la ligne est droite, ça veut donc dire que cet homme-là n'est pas mort. Donc je vois très bien, demain que cet homme-là est mort, je vois très bien que Mbappé est vivant parce qu'il a dans sa vie des hauts et des bas. Nous ne savons pas ce que ce jeune homme est en train de traverser dans sa vie personnelle. Nous ne savons pas exactement les pressions dans lesquels il se trouve, mais ce qui est certain, c'est que cela n'annule pas le fait que c'est un grand joueur. Et donc, je prends cet exemple pour montrer un peu à tout le monde qu'il faut que l'on cesse de s'attendre à ce que les gens non seulement performent toujours de la même manière ou soient toujours excellents. Il est important pour nous d'être tolérants et d'accepter les erreurs des autres. Et quand on accepte les erreurs des autres, on doit aussi leur permettre de pouvoir se racheter et de nous prouver qu'ils sont capables et qu'ils sont des bons joueurs. Voilà pourquoi nous ne devons pas être trop vite à juger. Je suis surpris d'entendre tout ce que les hommes et tout ce que les femmes ont dit concernant ce jeune joueur français. Là, je ferme cette parenthèse-là, tout simplement pour dire que ce n'est pas toujours, comme disait mon père souvent, nous n'avons pas tous les jours la même température. Quand vous vous levez le matin, vous n'aurez pas toujours exactement la même température. Donc, par conséquent, il y a des moments où vous allez performer de manière exceptionnelle et des moments où vous allez performer de manière moins exceptionnelle. Cela n'annule pas le fait que vous êtes un joueur exceptionnel. Et donc, je pense qu'il est important que l'on puisse non seulement se tolérer les uns les autres, mais qu'on puisse apprécier les différents dons que chacun de nous avons. Pour la première fois ou bien pour les quelques rares fois que j'ai l'occasion, j'aimerais pouvoir remercier le gouvernement gabonais. Pourquoi ? Le gouvernement gabonais, quand bien même je reconnais que ce gouvernement est illicite, il est illégal, je veux les remercier du fait qu'ils ont pris enfin leur responsabilité de prendre ce jeune Gabonais, de l'amener en Turquie avec sa mère et un médecin. Et afin qu'il puisse se faire soigner et puis qu'il puisse améliorer sa vie et maximiser son potentiel de s'occuper de lui-même. Maintenant, j'aimerais pouvoir remercier tous les activistes, en particulier Bertrand, qui s'est battu
Henri Koula qui s'est battu pour que cet enfant puisse quitter le Gabon et qu'il puisse être pris en charge. Tous les activistes qui ont mis la pression et tous les activistes qui ont parlé de ce phénomène-là dans les réseaux sociaux, je voudrais vous dire merci. Et on voit très bien que quand on est ensemble, quand on se rallie autour d'une cause et que nous mettons la pression sur ce gouvernement inique et illégitime, nous nous rendons bien compte que nous avons la possibilité de changer les choses, de changer la donne, de nous faire écouter et de nous imposer et de nous faire respecter. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir m'adresser donc au parfait EI et puis à tous les autres activistes gabonais qui se trouveraient sur le territoire de Turquie, de s'assurer que ce gouvernement inique et illégitime fasse ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils ont dit qu'ils allaient s'occuper de ce jeune homme pendant 3 mois et que tout allait être payé par ce gouvernement illégitime et inique. Donc, il est important que l'on s'assure qu'ils accomplissent ce qu'ils disent. Parce que nous sommes habitués à ces gens-là où ils font des grandes annonces, ils disent qu'ils font des grandes choses pour les Gabonais et pour voir qu'en fait, c'est là qu'un feu de paille. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est devenue la jeune Evelyne. On ne parle plus d'elle, mais qu'est-elle devenue? Est-elle rentrée au Gabon? Est-elle en France toujours? Est-ce qu'elle s'épanouit? Et c'est notre responsabilité de nous assurer qu'elle se porte bien et que les gens avec qui elles sont venues se portent bien sur le territoire français, s'ils sont sur le territoire français. Et s'ils ne sont pas sur le territoire français, il est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle suit toujours ses traitements, est-ce qu'elle avance de manière sociale et professionnelle dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Et c'est donc notre responsabilité en tant que Gabonais de veiller les uns sur les autres. Je ne parle pas de nous surveiller les uns les autres, mais de veiller les uns sur les autres. Et je pense que alors que nous le faisons, nous serons une nation beaucoup plus cohésive, nous serons une nation beaucoup plus forte et une nation qui est en mesure d'accomplir de grandes choses. Car un peuple qui est uni peut accomplir des choses qui sont spectaculaires. J'aimerais pouvoir dire, encore une fois, que la raison pour laquelle moi en particulier et beaucoup de Gabonais, nous refusons de joindre l'appel des pédégistes, elle est très simple. Malcolm X avait la coutume de dire que lorsque vous prenez un café et que ce café est noir, c'est-à-dire donc le café à l'état brut, et que vous le buvez, ce café va vous réveiller, ce café va vous donner de l'énergie, ce café va tout faire pour vous permettre d'être debout sur vos pieds et d'être alerte. Mais par contre, dès que vous prenez ce même café et vous y mettez de la crème, vous y mettez du lait, ce café qui était noir maintenant devient un peu marron, c'est-à-dire devient chocolat au lait, cette couleur-là. Quand il devient comme ça, ce café qui était supposé vous réveiller, maintenant va vous endormir. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous ne faisons pas confiance à ce système. Et nous savons très bien que si ce système-là nous invite, c'est parce qu'ils veulent nous affaiblir de l'intérieur. Nous pensons que nous allons le changer, nous allons mettre un terme à cette tyrannie de l'extérieur, pas de l'intérieur. Toutes les personnes qui ont décidé de changer ce système de l'intérieur, c'est-à-dire qui sont rentrés dans le système afin de pouvoir le changer, ils ont tous été phagocytés. Très peu ont pu sortir de là en étant des hommes et des femmes intègres. Tous se sont compromis. Et aujourd'hui même, ce sont des gens, ce sont les vévouzeleurs de ce système, ce sont les gens qui promotent, qui font tout pour aduler, pour exalter, pour glorifier ce système. Donc on voit très bien qu'il est important pour nous de ne pas nous unir, avec des gens qui n'ont à cœur pas le désir de pouvoir faire du bien à leur peuple, pas le désir de pouvoir faire du bien au Gabon, mais le désir de nuire le Gabon, le désir de conserver le pouvoir. Je souligne encore, le Gabon n'est pas un royaume, le Gabon n'est pas, c'est pas un royaume, c'est pas une monarchie. Par conséquent, le Gabon a des enfants et des enfants qui sont aptes de pouvoir le gouverner, aptes de pouvoir le diriger dans des destinées meilleures. Voilà pourquoi je crois fermement que nous devons laisser l'opportunité à chaque Gabonais d'avoir l'opportunité de choisir leur leader, de choisir la personne qu'ils veulent pour pouvoir diriger leur destinée. Cela est crucial, cela est important et cela ne doit pas changer. Cela doit être une certitude certaine, c'est-à-dire qu'il faut que la démocratie soit réelle au Gabon et il faut que les Gabonais aient la possibilité de s'entourer d'hommes et de femmes et de mettre des hommes et des femmes à leur service. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas là pour pouvoir s'imposer, mais le pouvoir est là pour faire du bien au plus grand nombre. Maintenant, je sais qu'il y a un débat parce que je l'ai eu cette semaine avec quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'admiration, qui m'a dit que Franck, il n'y a pas que la politique pour pouvoir aider son pays, il n'y a pas que de la politique pour pouvoir faire avancer son pays.
Et en discutant avec la personne, je me suis rendu compte qu'elle a absolument raison. Qu'il n'y a pas que la politique, il y a l'économie, il y a le social, et il y a beaucoup d'autres choses. On peut faire des affaires, on peut faire beaucoup d'autres choses pour pouvoir permettre à son pays d'évoluer. Et donc, je me suis mis à réfléchir et essayer de voir quelles sont les alternatives aussi que je peux faire ou que je peux accomplir au Gabon. On nous reproche souvent de ne pas investir au Gabon. La diaspora gabonaise, paraît-il, par rapport aux autres diasporas, est une diaspora qui n'investit pas beaucoup dans son pays. J'aimerais vous rappeler, est-ce que vous connaissez aussi beaucoup de pays dans le monde où la famille présidentielle vole toute une banque, prend l'épargne de tout un peuple, ou prend l'épargne de beaucoup de Gabonais et s'en va aux États-Unis pour vivre avec? Je parle bien de l'épargne d'honnêtes citoyens gabonais. Vous avez vu beaucoup de pays où une famille présidentielle fait cela et on ne fait rien? Non, il n'y a que le Gabon où on fait des choses comme ça. Donc je ne pense pas que les Gabonais n'investissent pas dans leur pays parce qu'ils ne veulent pas. Les Gabonais n'investissent pas dans leur pays parce qu'ils savent que lorsqu'ils investissent dans leur pays, cet argent est soit détourné, cet argent est soit utilisé pour des fins auxquelles ils n'ont pas décidé d'investir dans leur propre pays. Bon, je vais encore aller plus loin. Il y a énormément de compagnies gabonaises, c'est vrai, il y a des Gabonais qui ne font pas de la politique et qui ont des grandes idées, qui ont établi des compagnies qui embauchent des Gabonais et qui permettent à des Gabonais de pouvoir s'épanouir. Malheureusement, lorsqu'ils atteignent un certain niveau de prospérité, lorsqu'ils commencent à devenir puissants économiquement, ce même régime inique, illégitime et illégal est ce régime-là qui leur mettra les bâtons dans les roues. C'est ce régime-là qui fera tout pour les casser. C'est ce régime-là qui fera tout pour faire en sorte qu'ils ne prospèrent pas. Ils vont demander, ils vont imposer aux gens, même à des particuliers, de les asphyxier financièrement. Tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas en eux. Parce que ce n'est pas des francs-maçons, par exemple, ou parce qu'ils n'ont pas la même idée, ou parce qu'ils n'adhèrent pas au PDG. Comment notre pays peut se développer et comment on peut encourager les Gabonais à investir dans une atmosphère qui est comme ça, dans une atmosphère qui est polluée, dans une atmosphère qui est toxique. Donc, mes chers frères, mes chers compatriotes, oui, on peut investir au Gabon, on peut faire beaucoup d'autres choses que la politique. J'aimerais terminer en disant quelque chose qui m'a énormément touché. C'est en fait la réponse de John F. Kennedy quand on lui a posé la question de savoir pourquoi veut-il être président des États-Unis. Vous savez, John F. Kennedy appartient à une famille de millionnaires. Et son père est devenu millionnaire très jeune parce que c'était un banquier et parce que c'était un homme d'affaires. Pas parce qu'il ne s'est pas enrichi par la politique, quand bien même il a fait de la politique parce qu'il était l'ambassadeur des États-Unis en Angleterre. Il voulait devenir président lui-même, pas pour s'enrichir, parce qu'il avait déjà énormément d'argent. Je crois que c'est le président Truman qui disait qu'à chaque fois que vous avez un politicien qui s'est enrichi en politique, ce n'est pas un vrai politicien, mais c'est un voleur de la République. Parce que la politique n'a pas été créée, n'a pas été faite pour qu'on s'enrichisse, mais la politique a été faite pour que l'on sert nos populations, pour que l'on sert notre nation. Donc, pour revenir aux Kennedy, il est important de savoir donc que les Kennedy se sont enrichis pas par la politique, quand bien même aujourd'hui c'est une grande famille politique, mais par les affaires de leur père. Et plus que Joe Kennedy ne pouvait pas, Joseph Kennedy ne pouvait plus devenir président parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est mis du côté de Hitler. Donc il a transmis son rêve de devenir président à ses fils. Jack, qui est mort malheureusement, son fils aîné qui est mort malheureusement dans les cieux de l'Allemagne parce que son avion a été abattu. Donc la responsabilité de devenir président des États-Unis est tombée sur John F. Kennedy. Et donc, John F. Kennedy, il était sénateur, il était aussi congressman. Il était congressman et sénateur de l'État de Massachusetts. Et donc, on lui pose la question, vous voulez devenir président, pourquoi? Les honneurs, vous avez. La gloire, vous avez. L'argent, vous avez. Les biens, vous avez. Donc, pourquoi voulez-vous devenir président? Et en plus, à un si jeune âge. Parce qu'il ne faut pas oublier que John F. Kennedy, lorsqu'il a été élu, il avait exactement 43 ans. John F. Kennedy est rentré dans la Maison-Blanche à l'âge de 43 ans. C'est le plus jeune président américain élu. Il n'y a pas d'autre président américain qui a été élu aussi jeune que John F. Kennedy. Alors on lui a posé cette question de savoir,
pourquoi voulez-vous devenir président des États-Unis? Et il a dit que la raison pour laquelle il veut être président des États-Unis, elle est très simple. C'est parce qu'il est conscient que la présidence de son pays, c'est le centre même du pouvoir. Et puisque c'est le centre du pouvoir, s'il veut fondamentalement changer sa nation pour le meilleur, il lui faut être président. S'il veut changer la vie de ses concitoyens de manière drastique et de manière effective, rapidement, il lui faut être président des États-Unis. C'était la réponse de John F. Kennedy. Et là, on voit très bien que pour lui, le pouvoir, ce n'est pas la gloire. Le pouvoir, ce n'est pas de se maintenir pour se maintenir. Mais le pouvoir, c'est pour servir. John F. Kennedy a très bien compris que on est président des États-Unis ou on est un politicien a des responsabilités grandes pour pouvoir faire du bien dans son pays et de pouvoir faire du bien aussi à son peuple et s'assurer que la majorité, pour ne pas dire tout, le peuple puisse vivre de manière décente, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et cela est très important que nous puissions le comprendre. Et je pense que c'est ce qui motive aussi certains Gabonais, c'est ce qui motive aussi certaines personnes à être en position de leadership, de nous permettre de pouvoir changer fondamentalement notre pays et de pouvoir changer aussi les conditions de vie de nos compatriotes. Nos compatriotes vivent dans une misère qui ne dit pas son nom. Et il faut des hommes et des femmes intègres qui puissent venir et changer la donne. La Bible est claire, la Bible dit que dans la nation, quand vous avez des hommes et des femmes qui sont iniques, le peuple crie, le peuple pleure, le peuple est dans le malheur. Mais quand vous avez des hommes et des femmes d'intégrité, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui pensent aux autres avant de penser à eux, et qui pensent à l'intérêt général, et qui pensent au bien-être de la nation, la Bible déclare que ces hommes intègres-là créent une situation où le peuple est heureux et le peuple se réjouit. Voilà pourquoi nous voulons le pouvoir. Voilà pourquoi nous devons mettre un terme à cette tyrannie. Parce que nous, le peuple gabonais, nous devons vivre mieux et nous méritons mieux. Dans un pays d'abondance, quand on regarde le Gabon, quand vous sillonnez le Gabon du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous vous rendez bien compte que ce pays est béni, que ce pays est beau. Et il est béni et beau parce que Dieu veut que nous jouissons de ces choses-là. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable que tout le monde puisse jouir des richesses du Gabon, que tout le monde puisse bénéficier de la beauté et de la grandeur de ce beau pays, sauf les Gabonais. C'est injuste. Et parce que c'est injuste, nous les activistes gabonais, que nous soyons au Gabon ou à l'extérieur du Gabon, nous serons toujours debout et nous allons toujours condamner et mettre la pression afin que les choses changent et afin que la vie des Gabonais et des Gabonaises puisse s'améliorer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse énormément de bien, que Dieu bénisse notre Gabon. Et je prophétise que les hommes et les femmes intègres puissent prendre possession de cette nation afin que le bien-être de ma nation, le Gabon, puisse être amélioré et que le bien-être de mes compatriotes de manière drastique change pour le meilleur et non pour le pire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Au revoir.